L'atelier de l'âme, le podcast. On va s'intéresser à la notion d'infidélité chez l'évitant, comprendre en fait pour quelles raisons l'évitant va voir ailleurs, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qui se passe exactement quand l'évitant entretient une liaison avec quelqu'un d'autre, est infidèle. Alors pas que l'évitant soit toujours infidèle, ce n'est pas le cas de tous, mais ça peut arriver, comme pour les autres profils, on le verra. Les autres profils d'attachement. Et on va d'ailleurs s'intéresser d'abord à la question de l'infidélité. Comprendre en fait comment l'évitant voit l'infidélité, qu'est-ce qu'il projette, comment il voit un petit peu le couple, l'infidélité, qu'est-ce que c'est pour lui. Et ça va permettre de mieux comprendre un petit peu la suite, où on va voir ensemble 5 situations assez fréquentes pour lesquelles l'évitant s'engage dans une liaison ou dans une relation d'infidélité avec quelqu'un d'autre. Déjà, il faut comprendre que l'évitant, il ne se représente pas le couple comme les autres profils. Par exemple, quelqu'un de sécure qui rencontre un amoureux, une amoureuse, il projette, par exemple, je sais pas moi, sur les bancs de la fac, il se projette avec. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, quand je rencontre un partenaire, une amoureuse, c'est un partenaire de vie. Dans l'idéal, on s'aime jusqu'à la fin de notre vie, on s'aime jusqu'à nos vieux jours. Vous voyez, un peu cette idée de ce serait le plus bel amour, la plus belle histoire d'amour, c'est qu'on s'aime toute notre vie. On sait très bien, il y a un principe de réalité qui fait que très certainement on va se quitter, voilà, on va se séparer, voilà, parce que c'est la vie, les aléas de la vie, etc. Ils en ont conscience. Mais ils projettent quand même un partenaire de vie dans leur compagnon et leur amoureuse. Chez l'évitant, il y a quand même... Ils ont du mal à croire, ils comprennent pas vraiment cette notion de couple, de se dire mais tiens, on peut s'aimer 30-40 ans. Il y a quand même un étonnement en fait chez l'évitant, et surtout chez les évitants très évitants, même se demandent mais des fois, mais comment on peut être en couple en fait. Ils ont vraiment un rapport au couple où ils peuvent se questionner sur le couple. Et donc l'évitant accepte plus facilement le fait qu'il y ait plusieurs partenaires. Cette idée qu'il est vraiment en phase avec l'idée que pour lui, c'est pas un problème d'avoir plusieurs partenaires de vie dans sa vie, à part si vraiment il vient d'une famille très traditionnelle avec des pratiques religieuses, ou etc., où là, en effet, non. Mais sinon, il est moins exclusif, en effet, que quelqu'un de sécure ou d'anxieux, par exemple. Il a beaucoup moins cette notion d'exclusivité. Et même, voilà, j'ai pu rencontrer des personnes évitantes qui pratiquent le polyamour, par exemple, qui se disent polyamoureux ou polyamoureuses. Parce que ils se sentent libres, en fait. Et eux, ils n'ont pas peur, ils ne se sentent pas menacés par le fait de multiplier les partenaires. Au contraire, il y a un sentiment de liberté, de pouvoir explorer des liens amoureux, explorer la sexualité, etc. Donc, de manière générale, l'évitant a un rapport au couple vraiment différent. Mais aussi parce que il y croit pas vraiment. C'est intéressant qu'on se penche en fait sur la question de l'infidélité et de la fidélité, parce que dans la fidélité, il y a cette notion de fideis qui vient du latin, l'étymologie latine, qui veut dire la foi, la confiance. Et fondamentalement, l'évitant est infidelis. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en l'amour. Il a beaucoup de mal à croire en l'amour et au couple. Il y a vraiment un manque de confiance profond dans le lien, qui lui vient inconsciemment, profondément. Il peut être en couple, bien sûr, mais au fond de lui, il n'a pas cette même certitude ou cette même foi que peut avoir l'anxieux ou la personne sécure dans l'amour, dans le couple. C'est pour lui, c'est assez fragile. Et aussi parce que là où tout le monde, finalement, les personnes sécures, anxieuses, adorent que ce soit les choses, on sache où on va, qu'on définisse rapidement le couple, qu'on définisse rapidement la relation amoureuse, etc., qu'on se dise rapidement en couple, la personne évitante a plus de mal et aime bien souvent l'ambiguïté. Là où personne n'aime l'ambiguïté, l'évitant aime l'ambiguïté, parce qu'il se sent bien l'ambiguïté dans l'absence de frontières. L'évitant, c'est vraiment quelqu'un qui... Et vraiment, il y a cette notion de frontière dans la fidélité, l'infidélité, a vraiment du mal avec les frontières de la relation. Le couple, c'est un peu comme un espace. Vous voyez, comme s'il y a un espace où il y a des frontières. Et on définit le couple. On se définit ensemble, etc. Et l'évitant est tout le temps en train de jouer, et il y a vraiment des frontières poreuses, en fait, pour l'évitant. Où souvent, il entretient des amitiés ambiguës,
et des amours un peu amicales. Vous voyez, il cherche tout le temps, il peut chercher voilà, à jouer sur les frontières pour ne pas être, pour garder toujours une porte ouverte un petit peu, pour ne pas être complètement dans la relation, etc. Donc une première situation où souvent l'évitant peut être infidèle, c'est en fait il pratique des petites infidélités. C'est-à-dire que, et même pour lui c'est pas de l'infidélité, c'est-à-dire qu'il va conserver des liens, par exemple avec des ex-compagnes, des ex-compagnons, il va conserver des liens avec des gens qu'il a rencontrés par exemple sur les réseaux sociaux, sur les applis de rencontre, et il va comme ça conserver des liens avec des gens avec qui il y a une ambiguïté, hein, souvent quand même, où c'est pas clair justement, parce que comme ça il garde comme ça des relations avec qui il y a de l'affect, parce que ça lui permet de créer comme une forme de filet de secours un peu, hein, où en effet si il y a un problème dans la relation, mais aussi il peut aller voir ailleurs, mais aussi parce que quand il est en lien, l'évitant n'aime pas dépendre d'une personne. Donc c'est pour ça qu'il va chercher à multiplier ses sources de besoins affectifs, ses sources qui l'alimentent, qui le valident, parce qu'il a du mal à dépendre d'une seule personne. C'est effrayant en fait, de dépendre de quelqu'un pour l'évitant. Il a vraiment peur de la dépendance à l'autre. Donc il va vraiment limiter ça, il va créer un détachement. Donc comme ça, il est partout, sans jamais vraiment être nulle part. Il n'est pas vraiment investi dans le couple, puisqu'il a plein d'autres relations. Oui, il est dans tout plein de relations, comme si finalement il ne s'investissait jamais vraiment dans l'une en fait. Ça lui permet justement de se sécuriser. Et aussi, pourquoi ? Parce que, donc chez l'évitant, il y a bien cette idée de un pied dedans, un pied dehors. Hein. J'ai toujours une issue de secours, hein, si jamais, puisque on l'a dit, hein, il y a vraiment il croit pas en l'amour, au couple, hein, il y a un doute profond, enfin il y a vraiment une représentation négative dans son inconscient du couple, comme quelque chose d'insécurisant, etc., menaçant. Donc ça lui permet d'avoir une issue de secours, d'avoir d'autres relations. Mais aussi parce qu'en fait, très souvent on parle de l'évitant qui donne des miettes, qui donne très peu. Parce qu'en fait, l'évitant a vécu et a grandi enfant avec des miettes, justement. Il a reçu l'amour comme ça. L'amour, c'était on donne très peu, on donne rien, voire rien même. On ne reçoit rien. On est juste là, présent, à côte, avec des parents peu affectueux, etc. Donc l'évitant, lui, se contente de peu. Il se contente de peu, bien sûr, des fois il réprime ses besoins affectifs, mais il peut vraiment recevoir très peu et ça lui suffit, en fait. C'est comme s'il avait une jauge de besoins émotionnels beaucoup plus basse, beaucoup plus petite que l'anxieux ou la personne sécure, etc. Parce qu'il se contente, il y a toujours eu une anorexie émotionnelle très petit enfant. Il s'est toujours contenté de très peu. Donc, quand il reçoit des messages ou qu'il entretient des liens comme ça ambigus avec des gens, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de plus en fait. Comme si sa nourriture affective lui suffisait, cette nourriture affective d'un petit message. C'est pour ça que c'est complexe à comprendre. C'est que ce qui est complexe à comprendre, c'est que pour l'évitant, souvent on dit mais il donne rien, il veut rien donner, c'est que l'anxieux qui donne. C'est pas ça. C'est que l'évitant se contente de très peu. C'est-à-dire que lui, par exemple, pour l'évitant, un contact physique par semaine, c'est suffisant. De se toucher une fois dans la semaine, c'est suffisant. Pour un anxieux, ça va être, par exemple, ou une personne sécure, tous les 3 jours, ou tous les jours même. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas le même besoin, en fait. Et l'évitant, en fait, a besoin de très peu, donc il joue là-dessus, en fait. Enfin, c'est pas qu'il joue là-dessus, c'est que il donne autant qu'il reçoit ou autant qu'il croit devoir donner, vous voyez ? Ou qu'il croit dont on a besoin. Voilà, c'est quelqu'un qui a de très faibles besoins, il peut rester très longtemps seul et se contenter de vraiment très peu de marques d'affection, de tendresse, etc. Le fait d'avoir comme ça multiples relations, comme on l'a dit, ça lui permet de se détacher de la relation, de ne pas être trop dépendant, mais aussi de recevoir, de se nourrir émotionnellement et du coup de ne pas avoir trop de besoins. En effet, ça l'alimente. Ensuite, une deuxième situation où l'évitant peut s'engager dans l'infidélité et avoir quelqu'un d'autre. En fait, on l'a dit plusieurs fois, on l'a dit notamment aussi dans l'évitant et la sexualité, où l'évitant se dissocie beaucoup. Il est très dissocié entre les émotions et la raison, le cœur et la raison. D'accord ? Il a vraiment une dissociation, comme ça il se coupe de ses émotions pour vivre que dans le rationnel, où ça le rassure, où il y a une maîtrise, il y a un contrôle. Et bien il va faire pareil dans la vie. C'est-à-dire qu'autant qu'il se dissocie à l'intérieur de lui, il va se dissocier dans sa vie, à l'extérieur.
C'est-à-dire qu'il va répartir, donc très souvent il peut s'engager dans une relation avec quelqu'un, où il va y avoir tous les engagements officiels, le mariage, les enfants, la maison ensemble, etc. Mais il est dissocié de ses affects, donc il n'y a pas d'affection. C'est vraiment un choix rationnel de on construit une famille parce qu'il y a des valeurs traditionnelles, parce que pour X raisons, il construit une famille avec quelqu'un pour qui il n'a pas d'amour ou qui ne ressent rien, où il est très dissocié. Et il réussit du coup, comme il n'y a pas d'implication émotionnelle, il réussit à faire toutes les étapes des engagements officiels. Donc en façade, tout est parfait, où il y a une relation avec quelqu'un, mais il n'y a pas cet engagement émotionnel. Et à l'inverse, donc il va s'engager entre guillemets de manière très rationnelle dans une relation de couple officielle, et à côté il va avoir une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui il s'engage au contraire dans les émotions, dans l'affect, à qui il tient, mais où il n'y a pas tous les engagements de vie, où on va être ensemble, on va vivre ensemble, etc. Donc il peut vraiment vivre dissocié, vous voyez. Ça le sécurise, ça le rassure, puisque d'un côté, il y a une maîtrise totale, puisqu'il n'y a aucun affect, et de l'autre, il n'y a aucun engagement. Donc il peut vivre l'amour, il peut vivre une relation amoureuse, et vivre l'émotionnel, et être nourri affectivement, parce qu'il a aussi des besoins, bien sûr, émotionnels, sans avoir à s'engager, puisque du coup, il est déjà tenu par le mariage. Donc, comme on l'a dit, un évitant souvent est attiré par des gens indisponibles, mais indisponibles quand l'autre est indisponible, mais aussi quand lui est indisponible. Puisque s'il est engagé dans une relation de couple marié, etc., il est indisponible de fait. Mais il peut vivre du coup quand même une relation amoureuse sans s'engager vraiment. Vous voyez encore un peu dans cette idée dont on a parlé au départ avec le multiple relation, il est partout mais nulle part. Vous voyez, d'un côté, il est très affectueux, affectif dans l'affectif, mais il n'est pas vraiment engagé. Et de l'autre, il est très engagé, mais il n'est pas là vraiment. C'est pas lui en tant que... Vous voyez, cette dissociation où finalement, il vit partout, mais sans être vraiment quelque part profondément là et engagé. Avec le cœur et la raison. Et c'est très important d'ailleurs cette notion de raison et de cœur chez l'évitant, parce qu'il est tellement dissocié que parfois... aussi dans le travail, dans les activités, dans sa vie en fait, il ne se rend pas compte à quel point il n'a pas accès, il fait les choses de manière très fonctionnelle, par exemple de choisir un travail où il est très performant, très compétent, il peut être très investi dans son travail, mais il y a un sentiment de devoir moral, de devoir, et il se rend pas compte qu'il n'a pas investi le cœur, qu'il n'a pas investi l'élan intérieur. Il a vraiment choisi ses activités, sa vie, tout tourne autour des choix très rationnels, très raisonnables, mais où il a oublié cette partie de lui émotionnelle, d'écouter cette partie de lui. Et du coup, des fois, il est malheureux, il se rend pas compte parce qu'il est très fonctionnel, il fonctionne très bien, il a une très bonne maîtrise dans son travail, dans son emploi, dans sa vie, dans ses activités, mais sans être connecté en fait à ce qu'il veut vraiment, entre guillemets, pas seulement des choix très rationnels, mais aussi des choix très, très, très émotionnels. Et de vraiment relier les deux, c'est très important pour l'évitant d'apprendre à relier les deux en fait, le cœur et la raison. La troisième raison pour laquelle l'évitant s'investit dans une infidélité, c'est que, on l'a vu déjà dans les stratégies de désactivation, ça va être une stratégie de désactivation. C'est-à-dire qu'il va tromper parce que quand une relation devient trop vulnérable, trop intense, trop émotionnelle et qu'il commence à s'inquiéter, à être mal à l'aise parce qu'il y a tout s'active chez lui, c'est très complexe à vivre, donc il va chercher à minimiser son attachement, à créer de la distance au travers d'une trop tierce personne. Ça va lui permettre de créer une distance émotionnelle, etc., puisque il va être moins attaché, bien sûr, mais souvent il va chercher quelqu'un auquel il n'est pas attaché, pour lequel il n'a pas vraiment d'attirance, mais où il va pouvoir en fait vivre un lien léger, où il va pouvoir revivre d'abord la sexualité, parce qu'on l'a dit que le fait qu'il y avait de l'émotionnel, l'évitant ne vivait plus de sexualité, donc avec une personne avec laquelle il peut vivre il n'y a pas d'enjeu émotionnel, il n'y a pas d'enjeu, etc. Donc ces peurs ne sont pas activées.
Une quatrième raison pour laquelle l'évitant peut être infidèle, c'est parce que, en fait, très souvent, on le sait, il a peur du conflit. Il a vraiment peur des discussions profondes, des explications, etc. Donc c'est une façon pour lui de couper le lien, une rupture, en fait, où il cherche à créer un détachement petit à petit, progressif, avec son partenaire, pour justement créer une rupture du lien, mais à sa façon, c'est-à-dire graduelle, sans créer de rupture, brutale. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à expliquer à l'autre qu'il ne veut plus être en relation, il ne sait pas mettre fin à une relation, il ne sait pas faire de rupture. Donc en allant rencontrer quelqu'un d'autre, il crée comme ça, pour lui en tout cas, cette rupture, etc. Il crée comme ça, il est déjà engagé dans une autre relation et il n'est plus dans cette relation. Enfin voilà, ça lui permet en tout cas de créer comme ça une rupture où il n'arrive pas à parler à son partenaire. Donc c'est un peu une fuite, hein, là il y a un peu de fuite, de lâcheté, on pourrait le dire, hein, c'est vrai, malgré lui, mais en tout cas il y a une forme de lâcheté où il ne sait pas, il a tellement peur, il est tellement terrifié à l'idée de devoir s'expliquer, d'expliquer la rupture, etc., qu'il va, entre guillemets, créer la rupture en étant déjà impliqué dans une autre relation en fait. Et ça peut être aussi de ne pas prendre du coup cette responsabilité de la fin de la relation, où par exemple l'autre découvre le lien, la tromperie, et en fait créer la rupture. En fait c'est l'autre qui va du coup créer la rupture en fait, et l'évitant ne va jamais avoir besoin de dire les choses directement. Et ça va être toujours indirect, vous voyez, c'est une façon indirecte de dire c'est fini, sans que lui ait à lui dire. En fait c'est l'autre qui va du coup découvrir entre guillemets la tromperie, etc. Et du coup c'est une façon en fait indirecte. Une cinquième raison, et qui est assez tragique, c'est que l'évitant ne sait pas exprimer ses besoins dans la relation. Il ne sait pas dire sa vérité, exprimer ce dont il a besoin. C'est-à-dire que parfois il a des besoins d'espace, il a besoin de respirer, de souffler, mais il le dit pas. Parfois au contraire il a des besoins qu'on le soutienne, il a besoin de soutien, mais il ne va pas oser le dire parce qu'il a toujours appris à faire comme ça. Il a toujours appris que ce n'était pas ok de demander de l'aide, il est triste, il est pas bien, mais il n'a pas conscience que c'est ça dont il a besoin, c'est qu'il a en fait besoin de soutien émotionnel, besoin de quelqu'un, etc. Mais il nie tellement en fait ses émotions, ses besoins, etc., qu'il les nie et il ne sait pas ni s'y connecter, ni l'exprimer à son partenaire, qu'en fait, en allant voir ailleurs, il pense pouvoir justement trouver quelqu'un qui va enfin en fait le combler, etc. Il y a toujours en fait cette idée chez l'évitant de l'herbe est plus verte ailleurs. Parce que, en fait, comme il y a déjà donc ces malaises, ces peurs qui s'activent, ces malaises qui s'activent dans l'intimité, et cette difficulté il ne sait pas, en fait, il y a tellement de maladresse, malgré lui, dans la relation où il ne sait pas communiquer, il ne sait pas exister, il ne sait pas être vulnérable. Enfin, il y a tellement de difficultés, entre guillemets, que il pense toujours qu'il y aura un partenaire un peu parfait, une relation, la bonne personne avec qui tout sera facile, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de l'autre saura exactement ce dont il a besoin, etc. Mais ça, non, ça n'existe pas, et c'est juste que l'évitant ne se rend pas compte qu'en fait il reproduit ça dans toutes ses relations. Et quand il trouve quelqu'un d'autre, au départ il pense ah bah finalement non, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, ça y est, avec cette personne ça va être différent, et en fait non, quand l'intimité se recrée, etc., il revit les mêmes choses. C'est à chaque fois le même scénario. Mais il est persuadé que c'est en changeant de personne que la relation a changé, alors que c'est pas en changeant de personne, c'est en lui. Les problématiques sont en lui en fait, et c'est lui qui doit travailler sur lui et qui doit modifier ses fonctionnements hérités de l'enfance. Donc conclusion, on a vu que l'évitant a un rapport à la fidélité au couple différent des autres profils, où il est moins investi dans une relation, mais il peut s'investir très facilement, plus facilement que les autres dans plusieurs relations. Et on a vu 5 situations pour lesquelles l'évitant est infidèle. La première situation, c'est de multiplier des relations ambiguës avec d'autres personnes, des amis, des ex-compagnons, des ex-compagnes, etc. Ou des gens qu'il a croisés sur les réseaux sociaux, etc. La deuxième situation, c'est quand il se dissocie dans la vie entre la raison et le cœur.
La troisième situation, c'est quand l'évitant désactive, donc c'est une stratégie de désactivation, il cherche à mettre de la distance, quand il y a trop d'investissement émotionnel et que c'est trop intense, et qu'il ne sait pas gérer ses émotions, qu'il tombe amoureux, et que ses peurs s'activent, il peut choisir, ou pas forcément choisir, mais en tout cas il va trouver une tierce personne pour créer de la distance. Une quatrième situation, c'est pour créer une rupture, puisqu'il ne sait pas, il a trop peur de la rupture, etc. Donc il cherche indirectement à rompre, au travers d'une troisième personne. Et enfin, la cinquième situation, c'est qu'il est insatisfait dans ses relations parce qu'il ne sait pas exprimer ses besoins, il ne sait pas demander des choses à son partenaire et il n'ose pas être vulnérable, dire des choses, demander, exprimer sa vérité. Donc, comme il est insatisfait, il va voir ailleurs en pensant qu'en changeant de personne, ça changera, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et que c'est tout son rapport au lien et à l'amour et au fait et la communication, etc., qui va changer les choses.